Et maintenant, j'ai le privilège de présenter Ted Kerr. Alors, je vais essayer avec son consentement de dire quelque chose qui n'était pas écrit sur son bio. J'ai rencontré le travail de Ted à travers son compte Instagram. C'est What would an HIV diva do? Alors, qu'est-ce qu'un un diva avec le VIH pourrait faire? Et vous pouvez suivre sur Instagram et moi comme directrice qui est assez jeune dans ce mouvement, juste mieux comprendre d'où vient le mouvement de VIH et qu'est-ce qui se passe en Palestine et comment je peux mieux rentrer en contact et trouver euh, notre communauté qui est de mieux apprendre les personnes qui ont lutté tellement fort le fait que nous pouvons être ici aujourd'hui. Et il est aussi auteur d'un livre, c'est The Time of Age Culture Connection et membre fondatrice de Qu'est-ce qu'un un doula de VIH ferré. Alors, c'est pas un diva, désolé, c'est un doula. Um, et maintenant, c'est à Ted. Alors, j'essaie de pratiquer. Alors, salut, mon nom est Ted. C'est plaisir, ça me fait plaisir d'être avec vous. Et je suis très reconnaissante à Sarah pour la présentation. Je veux vraiment juste dire merci aux interprètes quand j'ai écouté le discours de Céleste. Alors, j'ai vraiment réalisé qu'est-ce qui se passe avec le travail de traduction. Alors, si je dis quelque chose de plus intéressant ou drôle, c'est grâce aux interprètes. J'ai déménagé à la ville de New York. J'aime les deux places où je suis grandie, la côte ouest, regarder les montagnes et l'eau, c'est tellement important. Et quand vous voyez et touche au hauteur, vous voyez la vérité et vigilance qu'on a besoin. Alors, merci pour l'organisation du sommet, c'est incroyable. Et j'ai une présentation dans différentes sections. Alors, pour commencer, il faut comprendre c'est quoi les flamants roses pour mieux comprendre. Alors, qui est un expert des flamants roses? Levez mon main. Alors, on voit qu'on a au moins une personne expert. Alors, non, désolé, je suis réservée pour la mauvaise événement. Alors, on a trois éléments. Ils sont nés gris et blancs et puis deviennent roses. Elles dansent pour séduire leur partenaire et ils créent des liens platoniques et sexuels avec les flamants du même sexe. Alors, il y a des flamants masculins avec euh, des autres. Alors, est-ce que c'est familier? Oui, je vous entendrai. Hein. Alors, comme les flamants roses, nous avons besoin de travailler pour devenir, intérêt pour devenir rose. Alors, en digérant toutes les connaissances que vous recevez, en digérant comme de quoi ça a l'air ton personne que tu trouves intéressant, cute, et j'espère en présentiel et pas juste en ligne. Et réfléchis que vous faites partie de cette royaume des animaux. Et je pense que j'ai déjà répondu à la question, mais on va essayer de faire un peu de participation. Alors, sur toi, qu'est-ce que vous appelez un groupe de flamands? Rose? C'est quoi, quoi? Encore une fois, qu'est-ce que vous appelez un groupe de flamands? Désolée, j'ai pas entendu la réponse. Et l'interprète ne le savait pas. Mais c'est incroyable que vous le savez. C'est une flamboyance. Oh mon Dieu. Oui. Alors, c'est un mot dans l'histoire. Si j'étais pas, je travaillais pas avec le CBRC, sans eux, j'ai pas eu la chance de faire les différents ateliers. J'ai partagé ces informations qui est tellement excitant. Et j'ai pu créer cette œuvre de l'éducation et peut-être vous l'avez enseigné, peut-être vous avez pris un atelier. Si vous l'avez pas fait, s'il vous plaît, prenez la chance à l'approprier. Alors, pour communiquer, les Flamands utilisent le langage corporel et les sons comme les honks pour créer cet appel de contact. Je pense qu'on va l'entendre.
Alors, désolé aux interprètes. L'interprète n'a pas interprété le son. Est-ce qu'on essaie, un, deux, trois, de faire ce bruit? Alors, vous allez avoir au moins trois choses à faire cet après-midi. Si je dis quelque chose d'intéressant, on fait ça. Si quelque chose que vous n'aimez pas, sentez à l'aise de faire le honk. Alors, et surtout, si tu es fatigué ou la personne à côté de vous est en train de dormir, honk. S'il vous plaît, fais le bruit. Alors, encore, avec mes recherches, j'ai pu découvrir, juste avant que tout était fermé à cause du COVID, il y avait une tendance en ligne qui appelait les photos flamboyantes. Et ces personnes, comment ils vont faire leur pose comme les flamands. Alors, regardez autour de votre table, à l'intérieur de vous-même et différentes personnes. Si vous êtes une personne extravertie, si vous pensez que vous êtes vraiment beau, belle. Si vous aimeriez vous mettre debout, levez debout sur un, deux, trois. Et j'adore le monde qui tourne les têtes, de regarder autour d'eux. OK. So, on va compter jusqu'à toi et s'il vous plaît, fais le pose de flamboyant. Non, il faut se mettre debout. Et est-ce que j'ai expliqué? Non, il faut que je compte à toi. Alors, regardez Beyoncé. Un jambe en l'air. Et puis Little Nas X, c'est différent. Kylie, regarde, un chambre en haut. Un, deux, trois, fais le pose flamboyant. OK, mon Dieu. Oh, vous le faites. Oh, mon Dieu. C'est parfait. Félicitations. Alors, il y a des blagues avec les participants en avant. Alors, pourquoi est-ce qu'ils se mettent sur une jambe? On ne connaît pas, on comprend pas. Peut-être ça fait du mieux, peut-être ça conserve le chaleur, peut-être c'est confortable, mais en fait, on ne connaît pas la réponse. Et je veux que ça fait partie de notre discussion, le temps qu'on a ensemble. On n'est pas toujours obligé à connaître les réponses. Même si on étudie les sujets, on n'a pas besoin de trouver la réponse. Ça peut toujours être beau, c'est fascinant. On vit dans ce monde de flamboyance. Alors, merci pour le travail que vous faites et être ici dans les affaires qu'on ne connaît pas nécessairement. Alors, qu'est-ce que la flamboyance peut nous enseigner à propos de la vigilance? Vigilance, c'est collectif. Peut-être vous le connaissez déjà, mais pour moi, c'était quelque chose qu'il fallait que je réfléchisse. En réfléchissant, qu'est-ce que je voulais parler, surtout quand j'ai appris que vigile et vigilance, c'était la thématique du sommet. Dans les dernières décennies, au moins 15 ans, la vigilance est devenue une affaire individuelle. Qu'est-ce qu'une personne devrait faire pour assurer qu'elles ne sont pas fait pas mal, sont pas dans le tour, qu'elles fait attention. Nous, on a besoin de, parce qu'il y a tellement d'affaires peureux autour de nous, on a besoin de garder une vigilance de qu'est-ce qui est derrière un coin de rue, d'être vigilante sur leurs chiffres, vigilante avec qu'est-ce qu'elles font avec leur corps. Mais il faut nommer d'autres vérités. Quand vous êtes minoritisé par la société de vous dire d'être vigilance supérieure. Pourquoi est-ce que vous portez ça? Ou pourquoi est-ce que vous comportez de même autour des enfants? Vous ne devrez pas le faire. On s'est fait dire qu'il faut changer, comporter d'une certaine manière, être vigilant de nos comportements. Mais on ne peut pas faire ça tout seul. Alors, il y a cette manière négative de vigilance qui est une affaire collective, mais une vigilance positive peut être collective. Alors, si j'ai besoin d'assurer que j'ai les bons chips avec ma santé, ça peut être moi, mon relation avec quelqu'un qui m'offre soin, qui m'offre soutien pour l'argent, les personnes avec qui je travaille, pour prendre les médicaments nécessaires pour me garder en santé. Alors, nous sachons que la vigilance est collective. Je voulais vous rappeler. Je vous enseignais rien. Les personnes dans la salle, je vous invite à réclamer, réapproprier ce que vous connaissez déjà, ce que vous avez déjà appris et partager ça ensemble. La vigilance, c'est collectif. Et, c'est beau. Alors,
En disant, je vais vous donner trois leçons du lien avec la flamboyance et la réponse actuelle au VIH. Alors, moi, je travaille dans la réponse actuelle du VIH comme quelqu'un qui a pas VIH et qui est un homme blanc cis. Alors, on va pas faire toute une leçon d'histoire, comme on n'a pas fait toute une leçon à 100% c'est quoi les flamands. Mais vous pouvez proposer les affaires, s'il vous plaît, de rajouter les commentaires ou liker sur Instagram et vous pouvez partager vos recettes avec le sida et qu'est-ce qu'on devrait partager en public. Alors, c'est comme j'essaie de vous suivre. Alors, vous digérez ce que vous avez déjà mangé. Alors, on risque d'être fatigué. Alors, dès que vous voyez un diapo avec un chiffre, il faut ouais, frapper vos mains au temps du chiffre. Alors, celui-là, c'est un fois. Alors, pour survivre, les Flamands s'entraident. Alors, les Flamands vivent en groupe et déplacent en groupe. Et on entend que certaines ont des personnalités intenses, tandis que d'autres sont plus relax. Et malgré tout, les Flamings apprennent à vivre ensemble et de protéger un les autres. Et si vous êtes d'accord, honk, s'il vous plaît. Désolé pour le monde. Avec l'interprétation, si vous êtes un peu en retard dans vos honks. Alors, j'ai appris tout ça avec VIH Edmonton ou HIV Edmonton. J'ai coordonné les bénévoles. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Mettez vos mains dans l'air, dans un organisme qui serve le monde séropositif. Oui, peut-être c'est quelque chose plus récurrent avec les personnes plus âgées. Mais quand j'étais là, quand je coordonnais les bénévoles, c'était un moment intéressant dans le milieu avec le sida et le VIH. Au Canada, peut-être, il y a juste 10 ans avant, il y avait des médicaments qui sauvaient les vies. Et qu'est-ce qui s'était arrivé? Beaucoup de personnes savaient, il y avait un changement dans qu'est-ce que les organismes qui faisaient les services sociaux, qu'est-ce qu'ils faisaient. Il y avait une division entre les hommes blancs cis qui avaient accès aux santé privées, soins de santé et une communauté à l'extérieur de toutes les oppressions systémiques. Et puis, il y avait d'autres communautés de services pour les personnes avec le VIH le monde qui avait un manque d'hébergement, les enjeux de santé mentale, la consommation des substances. Et ça, c'est vraiment la division quand ça s'est créé. Et quand je suis arrivée à HIV Edmonton, j'étais comme un licorne. J'étais le seul homme blanc cis. Et j'avais hâte de me voir. Peut-être ma merde puait pas. Et oui, ça pue, mais juste cette odeur différente que j'étais là. J'ouvrais, je processais, je réfléchissez, ce que je voyais à Edmonton, Alberta, dans ma communauté, je suis devenue une personne que les personnes se sentaient à l'aise de venir m'en parler de VIH. Il n'y avait pas de service formel pour les hommes gays. Alors, les personnes qui se comprenaient ou entendaient comme un homme gay, le monde qui avait des amis hommes gays, qui voulaient être un homme gay ou coucher avec les êtres gays. Et ça, c'est comment je suis devenue une artiste en permanence. Et Deborah savait que si elle n'avait pas le financement pour une personne dédiée à la santé pour les hommes gays, elle a pu chercher le financement pour un artiste. Alors, j'ai fait plusieurs activités. Même avant que j'ai fait le travail comme artiste en résidence, j'ai invité les personnes de venir prendre des photos avec les Polaroids. Il y avait toutes ces choses avec American Apparel et leurs sous-vêtements. Et on prenait ces photos en Polaroid. Et même si c'était pas par rapport à la VIH, le monde on parlait de VIH, ils voulaient pas divulguer leur statut, ils parlaient pas avec les personnes de différentes générations par rapport aux enjeux de VIH. Alors, ces sessions a donné vraiment une bonne chance. Et j'ai aussi eu la chance de faire cette cartographie des cas. J'espère que vous avez eu la chance de faire avec Kitty. Mais avec la progression du temps, on a HIV Edmonton a pu progresser d'engager d'autres personnes à travailler dans le milieu de santé.
J'ai appris en travaillant, il y a personne qui n'attrape le VIH seul. Personne ne devrait vivre seul avec le VIH. Je vais le dire encore parce que même si c'est moi qui a formulé cette phrase, ça m'a pris des années de vraiment comprendre. Personne n'attrape le VIH seul. Personne ne devrait vivre seul avec le VIH. Alors, je pense que ça s'était plus dirigé aux personnes qui vivent avec le VIH. Alors, oui, après que vous avez un diagnostic, vous devrez avoir le soutien. Mais ça, c'est une manière de lire, mais une autre manière de prendre tout le monde qui et investir et voir qu'ils sont impactés par le VIH, peu importe leur statut, positif ou non, ils ne devraient pas vivre avec cette connaissance tout seul. Et les premiers mouvements, en parlant de historique de VIH, on parle de ça. On a les principes de Denver. Ça, c'est les personnes qui étaient diagnostiquées avec le VIH le plus tôt aux États-Unis. On parle des personnes en vivant avec la VIH. On utilise ça comparé à d'autres à faire terminologie terrible. C'est ce groupe-là a dit ça, c'est comment vous parlez de nous, les travailleurs dans le système santé ou même leurs amants. Ça, c'est comment vous parlez de nous. Et ça a continué, ce langage des personnes vivant avec la VIH. Et vous allez même à une conférence internationale de SIDA. Ils vont avoir utilisé la terminologie est terrible pour parler des personnes vivant avec la VIH. Alors, il faut les envoyer vers le lien d'apprendre les principes de Denver de 1983. Alors, depuis les derniers 2 jours, j'ai réfléchi au leader et qu'est-ce que ça veut dire d'être une personne invitée sur les terres autochtones non cédés en relation avec les ancêtres. Alors, en cette conversation, on est dans une communauté avec les personnes vivantes et mortes. On a des communautés avec les personnes qui avaient des voix, qui menaient beaucoup de pouvoir, et puis maintenant ne sont plus ici dans nos mouvements. On est là avec les personnes qui sont juste venues à une seule rencontre et maintenant ils réalisent que c'était pas pour ouais, et il continue. Et on réfléchit en particulier Vancouver. Je ne sais pas si vous pouvez lire ça d'où vous êtes assis. Mais ça, c'est un des zines que vous avez peut-être sur votre table. Vous pouvez chercher un autre ici. Ça, c'est l'histoire partielle du sida à Vancouver. Alors, prenez quelques secondes, regardez quelques dates indiquées. Tout ça, c'est les moments collectifs dans notre histoire. Et un des plus connus, peut-être, c'est la conférence sur le sida où ils ont partagé la médication qui s'était passée euh, à Vancouver. Alors, quand vous pensez à ce territoire, c'est rue, les personnes sont venues à cette conférence et ça pensaient qu'ils allaient mourir à cause de cette maladie. Et en quittant Vancouver, il y avait l'espoir à survivre. Alors, ça, c'est une vérité et on peut garder cette vérité. Et une autre affaire qui est très importante, le premier site d'injection plus sécuritaire était ici, à Vancouver, Hong Kong. On a parlé de beaucoup de différentes choses qui sont sous attaque dans ce pays et nous savons que les sites d'injection supervisés sont une des choses qui sous attaque. Puis donc, nous avons besoin de lutter pour ceci, pour insister que c'est une priorité. Vancouver a une place spéciale dans cette histoire, puis il faut le continuer dans le futur. Et bien sûr, le CBRC. Oui, Hong Kong. Merci. Les Flamands vivent dans des milieux qui leur sont hostiles, mais ensemble, ils arrivent à survivre. Ça vous semble familier? Je pense à beaucoup ce que j'ai entendu dans ces derniers 2 jours de personnes qui ont vraiment vécu les divisions entre les lieux ruraux et urbains. Je sais pas vraiment qu'est-ce que je veux dire à ce sujet, mais je veux mentionner le fait que d'exister dans multiples espaces en même temps, que c'est difficile. Alors, je pense qu'on peut avoir des hanks pour nous-mêmes. Oh, ce hank-là est un peu déprimé. Et pour rester avec le hank déprimant, je vis présentement aux États-Unis.
J'ai un étudiant l'autre jour qui a dit, qu'est-ce que tu penses que les États-Unis vont avoir l'air de quoi dans un an? Et il a dit que Trump va nettoyer l'Amérique. Et j'ai dit, ton enseignant gay immigrant ne sait pas quoi dire à ça. On va continuer. Peut-être, j'ai sous attaque, mais je suis un homme blanc, cisgenre, moyen classe environ. C'est peut-être de manière systémique qu'il va y avoir des choses, mais l'histoire des États-Unis, l'histoire du SIDA nous dit quelque chose de très important, qu'il faut lutter, pas juste pour la manière que les personnes nous parlent, mais il faut aussi lutter pour être lisible. Hier, j'ai bien parlé du racisme médical et a vraiment donné une excellente étude de cas. Et j'ai ajouté quelque chose. Je veux parler du travail qui a été mis à modifier la définition du sida pour être plus inclusif. Peut-être vous connaissez déjà cette histoire. Félicitations. Tu es une bonne personne, tu es bien entouré. Sinon, ben, j'ai une bonne nouvelle. Tu es entouré de bonnes personnes ici, puis tu vas en apprendre un peu. Voici Katrina Haslip. Katrina Haslip était aux prisons à Bedford, à New York, puis c'était une femme qui vivait avec le VIH. Et elle a fait tellement. Une chose qu'elle a faite, c'est en prison, elle a parlé de son statut de VIH, donc créant une culture de faire ceci. Puis elle a aussi créé un programme d'éducation dans la prison pour que les femmes puissent apprendre au sujet du VIH pendant qu'elles étaient incarcérées. Et c'est du travail qui était fait à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Et si ce n'était pas assez, c'est aussi que Katrina Haslip, en tant qu'avocate dans les prisons, qui a lancé la chaîne des événements qui amènerait à des centaines de milliers de militants militantes à travers les États-Unis de lutter pour une définition plus large, plus inclusive du sida. Comme vous pouvez l'imaginer, la définition du sida avant que Jane Haslip était tellement étroite, ça incluait seulement les choses qu'il voyait dans des hommes blancs, des hommes blancs cisgenres, et regardait pour des infections, pas à travers toute la population qui vit avec le VIH, mais une seule très étroite sous-population. Donc, Jane Haslip, en tant qu'avocate dans les prisons, a euh, amené les gouvernements des États-Unis aux tribunaux pour dire que vous ne donnez pas les services qui sont nécessaires en tant que personne avec VIH. Parce que si tu ne pouvez pas avoir un diagnostic pour le sida, vous n'avez pas accès aux services pour vous permettre de vivre et de mourir avec dignité. Nous savons qu'aux États-Unis et au Canada, les personnes qui sont traités avec un manque de respect dans la vie le sont aussi avec leur mort. Ça va pas m'arriver. Nous avons droit de l'argent pour s'assurer que nos familles peuvent avoir de l'aisance après qu'on est mort. Nous devrions être sur la même liste que les personnes qui cherchent des traitements médicaux qui ne sont pas encore approuvés. On veut faire partie de ces essais. Puis elle a fait tout ceci. Elle a lancé de l'intérieur et de l'extérieur après qu'elle a été relâchée du prison. Donc, quelque chose qui est incroyable qui a été fait à la fin de, je pense, c'était 1991, Katrina Haslip était dans l'hôpital, puis elle a eu les nouvelles que son effort n'était pas pour rien. Le gouvernement des États-Unis a ouvert la définition de SIDA pour inclure beaucoup plus de différents symptômes qui existent dans d'autres corps des femmes, c'est genre des personnes qui consomment les drogues, les personnes qui n'étaient pas blancs, et à la moment de son mort, elle a demandé comment est-ce que vous vous sentiez? Le gouvernement l'a fait. Puis elle a dit, ils ne l'ont pas fait. Nous l'avons fait. Une autre personne qui agit dans cette vigilance en tant que collective avec une femme qui vit avec le VIH, c'était Joanne Walker. Elle était arrêtée pour voler un manteau. Elle était envoyée en prison. En prison, elle a appris qu'elle vivait avec le VIH, puis elle a réalisé je veux pas mourir en prison. Moi, je veux pas que personne soit en prison et je veux pas que personne meure en prison. Donc, elle a travaillé très fort pour faire relâcher des amis pour des soins de compassion en écrivant à tout le monde qu'elle connaissait, incluant les membres de ACT UP à San Francisco. Et elle a réussi à faire sortir d'autres personnes qui ont la chance de mourir chez elle en dignité. Et elle a aussi réussi à ne pas mourir en prison. Elle est morte avec ses amis à l'extérieur. Franck. Et avec Katrina, je t'ai montré ce livre que vous pouvez acheter, qui a beaucoup de son écriture.
avec Joanne Walker. C'était une artiste, une poète, et je vais simplement le lire le nom du jeu. VIH, c'est le nom du jeu. Pour battre cette chose, il faut faire votre part, avoir une volonté forte et de l'amour dans ton cœur. Force votre docteur d'aller de l'avant. Ne laisse personne vous pousser autour. Ne vous stressez pas, ça va de donner des difficultés avec le compte des cellules T. Le stress nous tue les personnes comme moi et puis toi. Il faut nous libérer du stress. Prenez soin de vous, exercez. Ne pensez pas que vous allez mourir. Ce n'est pas une déclaration de votre mort. Alors prenez soin de vous. La définition de VIH, ce n'est pas mort. Donc, ça c'est euh, on veut continuer, mais ça, c'est le sorte de chant que les personnes comme Katrina et Joanne écrivaient en prison, puis l'envoyaient à l'extérieur. Donc, les militants, militantes pouvaient se réunir devant les prisons et pouvaient utiliser ces chants. Puis, lisez-les parce qu'ils sont incroyables. C'est des chants féministes et queer. Si vous voulez savoir quelque chose que vous voulez crier au gouvernement du Colombie-Britannique, du gouvernement fédéral, prenez-en ici, puis appropriez-les. Moi, ben, vous pouvez toutes les lire. Sarah, comment que ça va pour le temps? Ah, ça va bien. Je dirais un honk pour comment que je gère bien le temps. Je suis un peu nerveux parce que Jaylene, tu étais tellement incroyable hier. J'ai vraiment trouvé que tu étais tellement puissante et quelque chose que tu m'as appris, c'est de penser à tous ces... Qu'est-ce que je te... Toutes ces plénières, pas en tant que des morceaux individuels, mais en y pensant, nous sommes sur un panel qui dure 2 jours. Puis il y a deux arguments vraiment puissants qui sont faits. Un, il n'y a pas qu'une seule définition de la recherche. Quand tu as dit que tu fais de la recherche toute ta vie, moi j'étais tellement ému par ça, puis j'espère que tout le monde a compris ce que tu disais pour toi-même et qu'est-ce que ça veut dire pour tout le monde d'autre. Hier, on a eu aussi la chance d'écouter JB hier qui nous a donné encore de la recherche de ta propre vie, mais aussi toute cette autre recherche médicale que tu faisais. Et aussi ce matin, Céleste nous a donné de la recherche au sujet de sa vie, mais aussi qu'est-ce que c'est en relation avec la loi. Et maintenant, je suis ici pour vous donner de la recherche, des archives et le monde artistique. Et finalement, je suis désolé de mettre sur devant tout le monde ici, mais tu nous as aussi permis de comprendre que la performance, c'est de la recherche, être fabuleux, c'est de la recherche, l'estime de soi, c'est de la recherche. Donc, ce que j'ai fait là, c'est de donner mon attention aux vivants, de regarder autour de nous, puis quand nous discutons de la vigilance, il faut regarder autour de nous. J'ai adoré ce matin quand Céleste a dit, tu sais, fais-toi un ami, parle avec quelqu'un, c'est tellement important. Et je veux aussi dire, quand nous parlons de la vigilance collective, nous parlons aussi des personnes qui ne sont pas ici dans cette salle. Et c'est une expression très large. On peut penser à l'accès, bien sûr. Il y a beaucoup de travail qui est fait autour de l'accessibilité, mais on peut toujours plus faire. Quand on regarde autour de la salle, puis on voit qui n'est pas ici, on peut se poser la question pourquoi? C'est-tu économique? C'est-tu une question géographique? C'est-tu à cause des enjeux de mobilité? On ne sait pas. Ça, c'est juste une chose qu'on peut considérer. Ce n'est pas une critique, c'est juste quelque chose qu'il faut toujours se poser des questions. Une autre chose qu'il faut considérer, c'est les personnes qui ne sont pas ici parce qu'elles sont mortes. Les personnes qui ont passé sont encore avec nous. Et cette idée de vigilance collective inclut les vivants et les morts. Et donc, je vais parler de tout le projet avec une connexion entre eux. Et donc, hier, j'ai parlé des sites pour la prévention des surdoses et ça fait quelques années, en 2018, il y avait une groupe de personnes militantes à Toronto qui étaient vraiment fâchées des personnes qui sont représentées dans la salle ici, les organismes LGBTQ+, et des organismes qui offrent des services qui ne faisaient pas assez contre les surdoses. Donc, sur le Journée internationale du sida en 2018, ils ont fait un site éphémère de injection, de contre surdose à une mémorial surdose. Donc, ce n'est pas à une site de mémorial et c'est à l'extérieur du 519. Mais j'ai demandé pourquoi est-ce que vous l'avez fait au site de cette mémorial pour le sida. Puis, elles ont dit, oh, non, on le fait ça parce qu'on est juste au 519, on était fâchés contre le 519. Une fois que j'ai commencé à parler avec elle un peu plus, puis
de comprendre pourquoi ils étaient fâchés contre les services d'offres, des organismes qui offrent des services. Ils ne veulent pas d'histoire au sujet de SIDA. Ils n'ont pas besoin d'histoire, elles le connaissent déjà. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'une communauté pour le SIDA. Ils ont besoin de les personnes qui ont lutté, qui ont gagné par le passé, de lutter et gagner encore avec elles et qui font leur lutte pour les sites de prévention de surdose. Parce que c'était un moment d'apprentissage pour moi et je sais que Zoé est vraiment impliquée dans ce travail, pas juste pour les personnes en vie encore, mais parce que les personnes qui sont décédées trop tôt. Donc, ce qui est intéressant pour cette site de prévention de surdose dans le memorial du SIDA, c'est, sans le savoir, ce groupe en 2018 a répété ce qui a eu place des décennies avant. Donc, un lieu qui est si oubliable maintenant était un travail d'amour qui était fait par des personnes qui, à chaque année, ils venaient puis faisaient un mémorial éphémère et elle les laissait là pendant la période de la fierté, puis il fallait les enlever après, jusqu'à ce que la ville reconnaisse qu'il y avait besoin d'un mémorial permanent. Donc, on voit ici deux différents cas des personnes qui utilisent le temps, l'espace, leur amour pour les personnes vivantes, leur amour pour les personnes décédées, pour s'assurer qu'ils ne sont pas oubliés. Nous avons pris cet esprit, Zoé et deux autres personnes, et nous avons préparé ce van. Donc, qui vit dans la région de Peel, autour de Toronto. Désolé. Tu sais où ce que c'est? Excellent. Donc ça, c'est une région qui est fréquemment négligée parce que Toronto reçoit toute l'attention. Mais il y a une crise du surdose à l'extérieur de Toronto, dans la région de Peel. Donc, en travaillant avec le Blackwood Gallery et une personne artiste, ce mural est utilisé en utilisant des photos de personnes qui ont récemment perdu la vie à une surdose. Donc, on a étalé autour avec ce van à des communautés qui ont vécu les impacts des morts liées aux surdoses, puis nous avons fait des stations d'information et offert du matériel de prévention de surdose. Puis ça incluait des fleurs, de la nourriture, des chandelles, des jeux. On avait de la littérature, de l'information au sujet du COVID, de l'information au sujet du sexe. Et on a créé un espace pour les personnes puissent honorer ceux et celles qui sont décédés, mais les choses qu'elles avaient besoin pour continuer de vivre. C'était une expérience très émouvante, puis un exemple concret d'une vigilance collective. Je pourrais parler un peu plus au sujet d'un projet spécifique que Sarah a mentionné. Je suis dans une collective qui s'appelle What Would an HIV Doula Do? Quel ferait un doula pour le VIH? Donc, levez votre main si vous pouvez les lire, mais vous pouvez voir que je suis enseignant parce que je veux qu'on lit collectivement. Que ferait un doula pour le VIH? C'est une communauté de personnes qui sont jointes en réponse aux crises continues du sida. Nous comprenons qu'un doula, c'est quelqu'un qui tient de l'espace pendant des périodes de transition. Nous comprenons que le VIH est une série de transitions qui débutent longtemps avant un test, qui continue après les traitements et même après ça. Nous savons qu'il n'y a personne qui contracte le VIH seul, il n'y a personne qui devrait vivre le VIH seul. Nous, doulas, nous sommes des doulas pour nous-mêmes, entre nous, pour des institutions et des cultures. Fondamental, ce processus, c'est de poser des questions. Donc, c'était vraiment beau. Nous gardons notre nom en forme de question parce que nous ne connaissons pas encore la réponse. Puis c'est très bien l'ambivalence, c'est important. Mais c'est important cette idée que le VIH, c'est une série de transitions qui débutent long avant une diagnostic, qui continue après le traitement et encore après cela. Et donc hier, j'ai fait une discussion, on parlait un artiste, Robert Blanchard, qui est décédé. Et je parlais de la personne qui prenait soin de son art, puis elle a été encore un douleur envers lui 30 ans après son décès. Et ce n'est pas juste le cas avec les artistes. Tu es un douleur pour le souvenir des personnes que vous avez aimées et perdues. Nous vous pensé ici à être douleur à nous-mêmes et entre nous. Et je veux parler ici à quelqu'un qui s'appelle une Canadienne qui m'a appris beaucoup à ceci quand elle est amenée dans une prison pour assister quelqu'un à donner naissance. Donc, elle n'est pas là particulièrement pour être une doula pour la personne qui donne naissance. Elle a besoin d'être une doula pour le système, de dire aux gardes de prison d'enlever les manettes. Euh, et il faut penser comment que vous agissez en doula pour le système au complet, dans votre identité
queer, trans, dans votre flamboyance, dans votre statut de VIH. Vous êtes toujours en train d'être un doula pour ce système et de vous assurer que le système est capable de vous redonner quelque chose. Et sinon, vous appelez sur votre collectif, sur cette flamboyance de vous assister. Ça, c'est quelque chose que nous comprenons à travers le rôle d'un doula. Ça, c'est quelques-unes des choses que nous faisons. Pourquoi que nous dansons dans une galerie. Beaucoup les artistes qui vivent avec le VIH, leur travail est mis de côté, mis dans les marges. Donc ça, c'est une vidéo de quelqu'un que leur œuvre était en lien avec la danse et c'était un peu mis dans le coin. Alors, on est venu plusieurs jours en cours pour faire de la danse. Nous faisons aussi d'autres projet comme réduction des risques n'est pas une métaphore. Donc, c'est vraiment un gros texte au sujet de la réduction des risques et réduction des méfaits, plein d'informations, des expériences vécues des personnes qui travaillent directement sur le terrain. On a aussi créé cette zine Que fait un doula révolutionnaire, un uprising doula. Donc, on voyait toute cette augmentation du militantisme autour du Black Lives Matter, la visibilité des personnes trans. On répondait au COVID, la pauvreté avec Trump. Puis c'est tout écrit dans cette zine, nos expériences. On fait des événements d'écriture et des événements pour se rassembler. Voici et le parti de notre séance que on va t'inviter à participer. Puis ça va être aussi ludique que vous voulez ou vous pouvez prendre ça un peu plus sérieux. J'ai fait ça à l'origine sur une plateforme technologique, mais on va faire ça juste ici, entre nous. Donc, en montrant votre main, est-ce que vous saviez quand que vous avez besoin de la flamboyance? Est-ce que vous saviez quand vous avez besoin de l'aide? Donc, levez la main si vous saviez quand vous êtes épuisé, stressé, que vous avez besoin de l'aide. OK, ouais, je suis content de voir ça. Je veux, donc vous avez tous reçu un document. Levez vos documents dans la main. Ça dit la vigilance collective. Et à l'intérieur, il y a 4 questions. On va mettre une minuterie. Je veux que vous preniez 3 minutes pour penser à ces 10 questions. Et comme je l'ai écrit en avant, des fois faire un inventaire de nos besoins, nos émotions, nos désirs, nos histoires et toutes les autres choses qui nous habitent peut nous aider et aider les personnes autour de nous. Donc, pour ceux et celles qui ont levé la main, soyez à l'aise de mettre vos émotions sur ces pages. Pour ceux et celles qui ne le savaient pas, écrivez, je ne sais pas, ou juste copier le travail de tes amis. Bon, je mets la minuterie. Levez votre main si vous voulez plus de temps. Bon, je vais donner encore une minute, puis j'encourage aussi de répondre aux questions sur l'arrière de le pamphlet. Ce n'est pas ma minuterie, celui-là.
Donc, je vais vous demander de parler avec les membres de votre groupe, mais j'aimerais avoir des retours de peut-être juste deux ou trois personnes. Y a-t-il quelqu'un, un petit mot pour un check-in communautaire qu'il faudrait partager? Y a-t-il quelqu'un qui développé un mot pour un check-in communautaire? Ouais, c'est bon celui-là. Oui. Est-ce que je peux le répéter sur le microphone? C'est quoi votre nom? Michael a dit Diva Breakdown. Y a-t-il d'autres mots pour les check-in communautaires? Peut-être c'est quelque chose que tu enverrais en texto à une meilleure amie, puis tu saurais tout de suite qu'est-ce que ça veut dire. C'est quoi votre nom? Baby's going to big. OK, non. Big's going to Paris. Non, Big s'en va au Paris. C'est fantastique, j'adore ça. Je ne suis pas en train de girl boss présentement. Est-ce que ton ami a peut-être ouais? Bitch fit. Oh, j'adore. On se fait tout tatouer ça. Un d'autres? Oui. Non. À l'aide. Help. C'est très beau. Moi et mon ami, on a une, c'est orange. Et c'est entre mon Sam et moi. Puis, on est tous les deux qui, comme, essaient de aider l'autre personne au lieu de résoudre notre propre problème. On dit juste orange, orange. Je pense que tu en as une aussi. Oh, excellente, excellente limite. OK. Puis là, parlez avec les personnes autour de vous. Prenez 5 minutes, puis passez à travers les 6 questions. Prends 3 minutes pour passer à travers les questions, puis peut-être vous allez développer votre mot en le faisant. 3 minutes. Encore moins qu'une minute. Si vous n'avez pas encore eu la chance de partager, prenez le temps de le faire.
suis désolée donc d'interrompre vos remue-ménages, vos conversations. OK, bon, Sarah est très gentille, donc je vous donne une minute de plus. Pour conclure, j'aimerais entendre les commentaires de tout le monde. Donc, qui veut commencer? Maintenant, je vais applaudir. Super. Donc, je pense qu'on a une idée du numéro 1 et du numéro 5, mais j'aimerais voir vos mains levées. Donc, levez la main si vous savez de quoi vous avez besoin quand vous avez besoin d'aide. Donc, les gens qui savent de quoi ils ont besoin. Donc, j'adore. Il y a des petites mains ambivalentes ici. Qu'est-ce que ça veut dire, ce petit geste de main-là? Oui, bonjour tout le monde. Ici Aiden. Je disais que la raison pourquoi j'ai un peu d'ambivalence, c'est que c'est difficile des fois quand on est en crise ou quand on a des troubles de santé mentale. Ça peut être assez difficile d'être conscient de ce qu'on a besoin de faire, de ce qui nous arrive, etc. OK, donc, qui a levé leur main pour dire que oui, eux autres, en fait, ils savent de quoi ils ont besoin quand ils ont besoin de soutien? Vous n'avez pas encore parlé. Est-ce que vous voulez nous expliquer votre position? Je sais que moi, j'ai besoin de parler de ce qui m'arrive de façon honnête et le miroir du langage corporel, ça aide vraiment à me sentir vue et entendue. Super. Wow, votre tambour et votre voix étaient magnifiques hier. J'ai bien envie d'entendre vos commentaires. Moi, ce dont j'ai besoin en tant que personne de la neurodiversité, c'est l'espace de décharger ce que je vis sans être interrompu, ce qui me force à répéter. Donc, si j'arrive à faire ça, j'arrive à m'aider moi-même. C'est ça le pouvoir de la neurodiversité, c'est que des fois, euh, tout- toutes les conceptions sont plus grandes ou mais si j'arrive pas à m'extérioriser, je rentre dans des états de rage et je n'ai pas l'espace où mettre cette rage-là. Donc, je sais que j'ai besoin d'une diversité de thérapeutes, de travailleurs, travailleuses sociales qui sont en mesure de m'entendre, me reconnaître et faire autre chose que de me dire, OK, comment ça va? Parce que moi, je vais vous le dire comment ça va. J'ai vraiment juste besoin d'écoute. Merci. Et je veux éviter de saturer les gens qui sont proches de moi. C'est un risque. J'ai tendance à faire le point de façon verbale, à extérioriser, à exprimer ce que je vis, mais j'ai toujours le souci de ne pas envahir mes proches avec mes problèmes. Donc, je sais que moi, j'ai besoin d'une source extérieure d'écoute et de conseils pour pouvoir m'assurer d'être pleinement présente avec les gens de mon entourage. Merci beaucoup. Et maintenant, j'aimerais beaucoup vous entendre parler de comment vous informer les gens autour de vous, vos amis, vos proches, de ce dont vous avez besoin. Donc, moi, j'aimerais vous donner
ma feuille et vous dire, ben allez-y, réglez le problème, mes estis. C'est pas comme ça que ça marche. On doit nous-mêmes comprendre comment utiliser notre flamboyance pour utiliser notre mode d'expression pour réclamer ce dont on a besoin. Mais bien sûr, on ne sait pas exactement de quoi on a besoin, donc il faut aussi communiquer cette ambivalence également. Donc, si vous aviez des réponses pour la question numéro 3, pouvez-vous lever la main? Merci. Quel est votre nom? Bonjour Morgan. Super beau chandail en passant. Merci, je l'ai volé de mon coloc. Parlant de mon coloc, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est que dans ma colocation, avant de parler de nos troubles de santé mentale, on commence par prendre 5 secondes pour dire à la personne, est-ce que j'ai juste besoin de me défouler, de m'exprimer, de ventiler ou est-ce que je cherche des conseils ou des solutions? Et ça aide à identifier les besoins et l'intention de la conversation. Wow, super, ça c'est vraiment une belle réponse. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des réponses? Comment on informe nos amis, nos proches du besoin qu'on a, du soutien dont on a besoin? Ah, il y a une main ici, une main levée. Oui, bonjour, ici Chris. J'en parlais un peu plus tôt et je trouve que dans beaucoup de mes relations, j'ai tendance à être la personne qui prend soin des autres ou qui s'inquiète des autres. Et donc, j'ai tendance à être la personne qui prend soin, mais je trouve que de montrer l'exemple, ça m'aide. Donc, par exemple, quand mes amis sont malades, je viens les aider, je vais leur amener un repas. Donc, en montrant un peu, par exemple, comment j'ai envie de prendre soin des autres, j'espère que les autres autour de moi suivent mon exemple et me redonnent cette réciprocité. J'adore, merci. Et maintenant, numéro 6, quelle était la question qui manquait dans ce formulaire et que vous auriez voulu aborder? Oui? Bonjour, ici Manuela. Ce dont nous avons parlé à ma table, c'est est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on a besoin d'aide? Oui. Est-ce qu'on sait de quoi on a besoin? Oui. Est-ce que mes amis savent de quoi j'ai besoin? Eh bien, pas toujours. Et ensuite, comment leur communiquer ces besoins? Mais je sais pas. Et en fait, souvent, je ne leur dis pas ce dont j'ai besoin. Donc, la question qui devrait être posée, c'est pourquoi ne demandez-vous pas le soutien dont vous avez besoin à vos amis? Et donc, on parlait de cette réalité, du fait qu'on ne peut pas envahir les gens, les sentiments de culpabilité qui viennent avec le fait de devoir demander de l'aide. Et notre amie, qui est psychothérapeute ici, Megan, elle disait que elle baigne dans une culture où on se demande, est-ce que tu es en mesure d'entendre mes problèmes en ce moment? Et donc, ça donne la capacité à l'autre personne de dire, ben en fait, non, je suis pas disponible en ce moment. Et donc, ça nous donne l'option d'aller pour poser la question à une autre personne, demander du soutien auprès de quelqu'un qui serait plus disponible. Super. Bon, écoutez, peut-être que ma présentation aujourd'hui était évidente, mais je vais quand même clarifier. Qu'on le sache ou non, nous sommes dans une époque excessivement inquiétante. Et oui, nous travaillons avec des organisations et des communautés incroyables et inspirantes. Que ce soit le cas ou non, nous devons nous renforcer nous-mêmes, nos arguments, nos relations primordiales. Nous devons renforcer les liens dans cette salle pour qu'on puisse lutter ensemble, pour qu'on puisse avoir des pratiques sécuritaires ensemble et qu'on sache comment aller chercher le soutien dont on a besoin auprès des uns des autres. Parce que lorsqu'on agit avec les gens qui sont proches de nous, c'est plus facile d'interagir avec les gens qui sont hostiles. Donc, n'hésitez pas à pratiquer comment identifier ce dont vous avez besoin, demander pour ce dont vous avez besoin et aller chercher le soutien dont vous avez besoin. Et si on arrive à faire ça, peut-être que le monde va changer pour le mieux un tout petit peu. Donc, merci beaucoup de votre attention et maintenant, nous allons entendre vos questions et vos commentaires. Moi, j'ai dépensé des émotions, des commentaires. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui se sentent comme moi? Oui, super. Donc, je crois qu'on a un micro qui se promène dans la salle. On adorerait entendre vos questions. Si vous avez envie de nous partager vos impressions ou des commentaires, merci de lever la main et nous vous apporterons un micro. Merci beaucoup pour cette présentation. Je crois que ma question, ce serait quel est le rôle de notre corps physique,
en tant que quelqu'un qui veut pratiquer la vigilance collective, comment étendre nos capacités pour pouvoir défendre notre corps, prendre soin de notre corps. Donc, en fait, quel est le rôle de notre corps dans tout ça? Question magnifique. L'une des raisons pourquoi je vous ai passé des papiers, pourquoi on a des tracts ou des flyers comme ça, c'est que des pamphlets, en fait, c'est qu'on veut rappeler aux gens que le VIH, c'est avant tout quelque chose qui vit dans le corps, qui a bien sûr des conséquences sociopolitiques, mais c'est avant tout un phénomène physique. Et donc, pour moi, le fait que vous posez cette question, c'est le début de la réponse. On se souvient qu'on a un corps et on se souvient que notre corps a des réalités qui leur sont propres. Et lorsqu'on revient aux leçons de JB, on peut se demander comment ces corps interagissent-ils dans l'espace public les uns avec les autres et quand devons-nous nous assurer de nous exclure des autres, quand devons-nous être en connexion, comment nous assurer de célébrer notre corps de toutes les façons possibles, que ce soit sexuellement ou de façon platonique, que ce soit avec une douche ou une séance de danse, peu importe. Et il y a bien sûr toutes les autres questions autour du soin de soi. Et je crois que dans nos communautés, c'est quelque chose avec quoi nous sommes à l'aise. La vigilance est collective. C'est aussi un slogan qui me rappelle ce que mon ami Michael fait. Il est doula et lui, il est très, très déterminé à ruiner sa vie parce que personne ne lui disait ce que tu fais, ça a de la valeur, on t'aime, reste avec nous. Et heureusement, il a changé de vie depuis et puis il a commencé à dire à ses amis, quand tu viens me voir ou quand on se parle le matin au téléphone et que tu vois que mon lit n'est pas fait, ça c'est moi qui m'envoie un message subliminal que ça va pas bien. Donc, il y a des façons dont notre corps communique toujours notre vérité et on arrive à le voir dans ce qu'on fait ou non avec notre corps. Et donc, pratiquez-vous à payer attention, à porter attention à ce que votre corps fait ou non, et ainsi vous apprenez aux autres à le faire également. Et je ne crois pas qu'on peut sous-estimer le pouvoir du discours positif intérieur. Tout le monde dans le monde nous dit qu'on ne vaut pas la peine, mais on vaut la peine. On est sexy, on est merveilleux, on est important et c'est important de se le répéter autant de fois qu'on a besoin et de s'entourer de gens qui nous répètent ces choses-là aussi. Parce que si moi je me trouve sexy, je vais sûrement aller me soigner au dentiste. Si je trouve que je suis amazing, oui, je vais aller chez le médecin, je vais aller chercher mes médicaments et je vais prendre soin de mon corps. Donc, merci beaucoup pour cette question. Donc, on va prendre une question de l'autre côté de la salle. Merci beaucoup pour cette présentation. Je n'ai pas vraiment une question, mais j'aimerais en apprendre davantage sur Katrina Flip. Il y a un podcast qui vient d'être publié cette année sur History Channel qui s'appelle Lunchfoot. Et ça analyse l'histoire de la réalité du VIH chez les femmes, chez les enfants, chez les consommateurs, consommatrices de drogue en Amérique. Donc, n'hésitez pas à aller vérifier, en fait, aller rechercher cette ressource. C'est très intéressant. Merci. Je crois qu'on a le temps de prendre une autre question avant que je laisse la parole à mes collègues. Ici, Wilbert. Ce qui m'énerve vraiment, c'est quand les gens me demandent qu'est-ce que je fais pour prendre soin de moi. Et c'est souvent un résultat de moi qui milite publiquement, qui m'affiche dans ma communauté. Et je sais que les gens sont inquiets, mais je pense que les gens doivent aussi comprendre que militer, c'est aussi une façon de prendre soin de soi et que ça peut être vraiment enrichissant. Et quand on va se coucher le soir, on a l'impression d'avoir fait de quoi de bon pour le monde. On est fiers de soi. Et donc, je voulais souligner ça, que les gens d'entre nous qui militent, eh bien, le soin de soi, ça a plein de formes et on peut prendre soin de soi de plein de façons différentes. Merci à tous et toutes. Merci d'être avec nous pour cette séance d'échange. Merci pour tous les hunks et les choses merveilleuses que Ted nous a partagées. Merci à Julene et JB. Merci pour la façon dont vous avez ouvert l'espace pour tout le monde, nous encourager à nous dépasser et nous rappeler qu'on fait déjà beaucoup de travail.
J'ai eu le privilège et l'honneur de faire du travail de doula avec la merveilleuse Sacha que vous connaissez peut-être et ça a changé ma vie d'une façon fantastique et je suis vraiment d'accord avec le Glass Hour de Houghton. Donc, merci beaucoup pour ça. Et je ne serais pas directrice générale de EV Community si je n'avais pas le soutien de ma communauté. N'oubliez pas que le 1er décembre, c'est la journée internationale des Autochtones atteints du VIH. Malheureusement, discours incompréhensible pour votre interprète. Nous avons aussi nos partenaires fabuleux de Sunset Beach. Et si vous n'êtes pas à Vancouver, je vous encourage à trouver une façon de rentrer en contact avec les groupes qui défendent les droits des personnes vivant avec le VIH. Les personnes qui ne sont pas atteintes du VIH souffrent aussi de la stigmatisation dont subissent les gens atteints de la VIH. Et nous aussi, on peut utiliser notre flamboyance pour aider les membres de notre communauté. Merci beaucoup tout le monde et merci Ted pour cette merveilleuse présentation.